pour l'Europe après ce constat, ce cri d'alarme de la Serfontaine? Alors, merci Benja, donc Enrico Letta, ancien président du Conseil des ministres italien, Dominique Régnier, politologue et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, Emmanuel Rivière, donc le petit Lumon. Si vous voulez. Dans ce documentaire, j'ai livré un peu un sentiment personnel, donc je voudrais vous entendre, vous, sur est-ce que vous êtes plutôt finalement pessimiste ou est-ce que vous restez optimiste sur l'avenir de l'Europe, sur notre avenir en commun? Monsieur Letta. Bon, premièrement, bravo. Je trouve que c'est vraiment très, très important qu'il y ait qu'on cherche de parler d'Europe avec le côté artistique qu'on a pu voir ici. Parce que cette campagne électorale nous transmet des messages qui sont les messages classiques, des rencontres classiques. Je pense que c'est très important que le message artistique qui était présent dans le documentaire qu'on vient de voir soit là, parce que ça donne des émotions, et l'Europe, c'est une émotion, c'est des passions, donc je pense que c'est un pas très important. Moi, je reste optimiste. Je reste optimiste, je le suis, même si j'ai beaucoup de sujets, d'arguments qui me amènent à dire que les risques sont là, mais je reste optimiste. Je reste optimiste en voyant même ce qui est en train de se passer dans les pays les plus eurosceptiques, dans lesquels même les plus eurosceptiques, la réalité a emmené les gens à faire des pas dans l'autre direction. Mon pays à moi, l'Italie, il y a un an, quand les gens ont voté, ont emmené ce gouvernement en charge, bon, il y avait un euroscepticisme beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui. Si vous prenez tous les sondages, aujourd'hui, les sondages disent oui, Bruxelles, on n'aime pas Bruxelles, on n'aime pas ça et ça, mais on ne veut absolument pas sortir de l'Europe. On ne veut absolument pas sortir de l'euro. Alors que le mois après le Brexit, je me rappelle, puisque Brexit était devenu quelque chose de populaire, c'était un brand qui marchait, il y avait plein de gens dans mon pays qui disaient, bon, ils ont fait le bon choix, on va faire le même, nous aussi. Maintenant, personne ne le dit, parce que le Brexit est un désastre d'une proportion épocale, et on n'a vu que le début de tout ça. Donc je suis à la fin optimiste, et je le suis aussi pour une autre raison. C'est une raison qui, j'ai entendu quelque chose de semblable à ce que je pense dans le documentaire, c'est-à-dire les peuples qui décident. Et je pense qu'à la fin, c'est une espèce de trappe pour les populistes. Parce que les peuples vont décider le 26 mai. Et ce que je dis dans mon pays, quand je fais campagne, quand je suis là, c'est les peuples vont décider. Et attention, parce que mon pays, peut-être, moi j'espère que non, mais peut-être mon pays va donner une majorité de députés européens qui vont être dans la minorité souverainiste et populiste du Parlement européen. Ça va être un problème pour l'Italie parce que on va compter un peu moins dans les institutions européennes, mais la majorité du Parlement européen va être une majorité largement pro-européenne. Et j'ajoute que c'est une majorité, de mon point de vue, qui va être politiquement plus intéressante, meilleure cette fois-ci que dans les dernières 5 élections européennes. Ça peut vous surprendre, mais je dis pourquoi. Parce que dans les dernières 5 élections européennes, on a eu une grande coalition qui a géré l'Europe, politiquement. Grande coalition entre 2 partis, le PPE et les socialistes et démocrates aujourd'hui, qui ont eu toujours autour de 60%, 65% du vote du Parlement européen, des parlementaires européens. Et cette grande coalition a perdu son souffle. Elle est devenue une espèce de cage, de mon point de vue. Alors que la possibilité aujourd'hui que ces 2 partis fassent une majorité plus large avec les libéraux et les verts ensemble, donc une majorité à 4 partis plus large, avec oxygène, plus d'idées, avec des gens nouveaux qui n'ont jamais été dans
disons, là où on décide à Bruxelles, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui peut aider l'Europe. Donc, je pense qu'il va y avoir une fenêtre d'opportunité le jour après les élections européennes. Là, je suis un peu moins optimiste, parce que je vois que cette fenêtre d'opportunité, il y a beaucoup de possibilités qu'elle ne soit pas saisie par les leaders européens. Mais je le dis, et je le dis avec force, ça dépend beaucoup de la France, de la capacité de la France de construire le jour après une coalition large de pays, de partis, qui soient capables de saisir cette opportunité le jour après les élections. Parce que à la fin, le jour après les élections, on s'attend. J'étais aux États-Unis il y a quelques jours et il y a 2 mois j'étais en Chine. Et les journalistes que j'ai rencontrés, tous, ils m'ont demandé, alors c'est vrai que les populistes vont prendre le pouvoir aux élections européennes. Ça, c'est un peu le mood que dans le monde est là. Mais puisque ça ne va pas se passer comme ça, le jour après les élections, il va y avoir des attentes qui vont changer. Et alors, on a une possibilité. Là, je suis un peu moins optimiste parce que je ne vois pas, franchement, une conscience de cette opportunité et la volonté, à ce moment-là, de risquer, de prendre un risque, de choisir les bonnes personnes pour les positions de tête des institutions européennes, non pas un équilibre complexe comme on fait toujours en Europe, à minima, pour choisir les personnalités de façon qu'on ait dans le bon équilibre de tous les aspects, mais choisir la bonne personne pour la bonne place, pour ce qui est nécessaire au moment dans lequel on se trouve, et faire des choix forts aussi en termes de politique. Alors c'est un moment dans lequel on a cette chance, cette possibilité. C'est pour ça que je suis optimiste pour le 26 mai, et j'ai un petit doute sur le 27 mai, mais j'espère que le 26 soit tellement positif en Europe que ça va donner aussi du souffle pour le 27. Dominique Régnier. Merci. D'abord, pour partager un sentiment, vous avez dit dans votre documentaire, je comprends la formule, mais je voudrais juste quand même préciser un point, que les promesses n'ont pas été tenues. Les promesses ont toutes été tenues. C'est le grand succès de l'Europe. Il faut absolument le souligner. On ne peut pas trouver, je crois, de réalisation politique qui ait monté à ce niveau les ambitions pour les peuples concernés et qui les ait toutes réalisées. Toutes réalisées. Et c'est vrai que les choses se compliquent, mais le contrat qui a été passé avec les peuples d'Europe après la Deuxième Guerre mondiale a été parfaitement réalisé. Il est incontestable, même si ça compte peu aujourd'hui, c'est frappant, mais ça compte peu, il est incontestable que nous avons dépassé la guerre pour une durée limitée, car, comme dit Machiavel, tout ce que fait l'homme dans ce bas monde a un terme à son histoire, mais il est incontestable que nous avons dépassé la guerre, il est incontestable que nous avons enraciné la démocratie, et elle n'est pas plus éternelle que le reste, il est incontestable que nous avons connu la prospérité. Et c'est un immense chantier qui a été parfaitement mené à bien. Par ailleurs, ce que j'aime beaucoup dans l'Europe, pour témoigner plus personnellement, c'est qu'elle est ennuyeuse. C'est qu'elle n'est pas incarnée. C'est qu'elle bride les États. L'Europe a été construite sur la crainte d'un retour de la tyrannie. Elle bride les États, elle les enserre dans des règlements, elle les surveille, elle les tient à l'œil, elle a raison. L'Europe a été construite sur des passions politiques folles. Elle se défie de l'émotion, elle se défie de la passion. Elle ne sait pas rassembler sa population pour hurler des slogans, elle a raison. Et puis l'Europe n'est pas incarnée, elle ne sait pas présenter des leaders charismatiques. Le plus charismatique de tous a été Jacques Delors. D'homme convaincu, qui ne savait pas haranguer les foules, mais dont la conviction était évidente et qui nous saisissait tous. L'Europe a raison de ne pas aimer l'incarnation politique charismatique. L'Europe, elle est faite de toutes ces grandes leçons, et peut-être que si elle devait disparaître,
elle représenterait une espèce de pointe extrême de ce que la politique démocratique a pu inventer, à la fois en étant transnationale et en voulant apporter le progrès, la liberté, la paix, bien sûr, sans avoir besoin de leaders charismatiques, sans avoir besoin de passion, de détestation, sans avoir besoin d'États qui perdent la raison dans des projets déraisonnables qui finissent évidemment par de grandes catastrophes. Et c'est un grand malentendu sur l'Europe, un grand malentendu que de ne pas voir à ce point sa grande réussite, son triomphe. Sur le pessimisme ou l'optimisme, moi je suis pessimiste un peu de nature, mais il y a des raisons objectives de penser que les choses se dérèglent. Je ne crois pas que ce soit l'Europe la cause de ce dérèglement. Je ne crois pas. Et c'est ce qui est un... Il faut faire attention, il ne faut pas faire porter la responsabilité, la départ bien sûr, mais de ce qui ne va pas sur les institutions ou le fonctionnement ou l'idée même d'Europe. Emmanuel Rivière en parlera mieux que moi. Moi, je conteste l'idée qu'il existe en Europe une opinion nationaliste. Ça n'existe plus. Ça peut revenir, ça n'existe pas. C'est marginal. Il y a des discours nationalistes. Il n'y a pas d'Européens nationalistes. Il y a des Européens qui ont beaucoup vieilli, qui sont entrés dans un monde qu'ils ne comprennent pas toujours, peuplés de très grandes puissances qui d'ailleurs ont été citées dans le film que nous venons de voir. C'est vrai que les États-Unis sont devenus compliqués parce qu'ils pensent peut-être aussi que nous n'allons plus jouer un rôle utile pour eux. C'est vrai que la Russie est redoutablement menaçante et qu'elle vient sans cesse perturber, parasiter nos campagnes électorales, nos scrutins, nos médias. Enfin, c'est devenu un vrai problème, chacun le sait. C'est vrai aussi que la Chine a manifesté et manifeste une ambition, une agressivité particulièrement problématique, et que nous n'avons pas du tout commencé à début de la réponse. On ne sait pas très bien comment faire, et c'est sans doute difficile. Mais c'est pas parce que l'Europe a fait des erreurs. Bien sûr que l'Europe a fait des erreurs, mais c'est pas ça qui fait cette espèce de possible retournement. Et les Européens, on y reviendra, je ne vais pas être trop long, mais les Européens, Enrico le disait à l'instant, le 26 mai prochain, ils vont donner à peu près à l'Europe 32%, d'un tiers, disons, d'eurodéputés. Encore, je fais un total large, hein, je mets tout dedans. Hein. Je mets des non-inscrits probablement inclassables, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, des conservateurs britanniques, je mélange tout. Tous les gens compliqués, bougons, etc., pas contents, qui veulent rarement quitter l'Europe. Rarement. Ça fera 32% dans le Parlement à 705 députés quand les Britanniques seront partis s'ils partent un jour. Cette affaire est assez cocasse maintenant. Et vous savez que les élections européennes vont commencer jeudi prochain par le vote des Britanniques. Nous sommes quand même un continent merveilleux, je trouve, qui montre quand même une grande capacité à de ce point de vue-là, réjouir nos commentaires. Donc, il n'y aura pas une majorité. Je ne sais même pas, moi qui me penche beaucoup sur les populistes, je ne peux même pas tous les classer comme des populistes. Vous voyez, c'est très difficile. Il y a le parti des pirates, etc. Plein de choses, plein de choses. C'est aussi l'expression peut-être aussi du scrutin proportionnel, de ce qu'il favorise comme candidature. Donc l'ensemble résiste sans aucun doute. Et puisque j'aperçois Jean-Claude Trichet, que je salue très amicalement, on a déjà eu, lui et moi, une conversation. Et... On marche plus. Change de micro. Celui-ci fonctionne, oui. On a déjà eu, je salue donc Jean-Claude Trichet, avec lequel j'avais déjà eu cette conversation. Il y a, et je terminerai là-dessus pour ma part, pour laisser la parole à Emmanuel Rivière, mais il y a un point qui est très intéressant, et qui n'est pas assez vu, qui est que quand on demande aux Européens de la zone euro s'ils sont attachés à l'euro, et puis ensuite, autre question, attachés à l'Europe. Je l'ai fait en 2017, moi, sur 23 pays d'Europe. Je l'ai fait maintenant, là, sur tous les pays de la zone euro. Enfin, la zone euro compris, bien sûr, uniquement zone euro. Je viens de le refaire cette année. C'est frappant de voir que dans la zone euro, tout le monde vous dit à 60%, 65%, qu'on ne veut surtout pas perdre l'euro. Un attachement à l'euro qui est très majoritaire. Et un attachement à l'Union qui est très inférieur. C'est un écart d'à peu près 20 points.
Les Européens de la zone euro sont plus attachés à l'euro qu'à l'Union. Il ne faut pas y voir une contradiction ni une bizarrerie. Hein. Il faut y voir l'expression d'un attachement sérieux, solide, pragmatique, bien compris. Ces citoyens-là sont notre plus grande sécurité face aux populistes. Ils n'aiment pas Bruxelles, c'est vrai, mais ils aiment encore moins, je vous le signale, hein, leurs parlements nationaux et leurs gouvernements nationaux. Hein. Quand on fait les classements, il faut. Moi, je suis. L'euroscepticisme, oui. Le statoscepticisme, plus encore. Hein, plus encore, de manière très nette et constante. Il y a quelques exceptions. Salvini est aujourd'hui à 60% de popularité. Bon, il y a des exceptions. Mais la plupart des gouvernements ont une popularité inférieure à la Commission, au Parlement européen. Donc il y a cette espèce de paradoxe qui est que les Européens de la zone euro sont très attachés à l'euro, ils savent que c'est la valeur de leur patrimoine, et ils ne veulent pas que les populistes, déjà le micro tombe en panne, je vais peut-être le faire comme ça. Il y en a un troisième. Je pensais que je le tenais bien, mais je ne pensais pas que c'était compliqué de tenir un micro. Je vais essayer de le tenir correctement. La zone euro, donc je vous le disais, les Européens ils sont très attachés, et ils sont en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de convertir les partis populistes à l'euro. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les partis populistes de la zone euro, à part quelques-uns, il y a le PVV aux Pays-Bas, ils sont vraiment marginaux. Le FPE en Autriche s'est bien gardé de menacer l'euro. Le soutien des Italiens à l'euro, avant la majorité actuelle, il était à 45%, il est aujourd'hui à 60%, 55%, très au-dessus. Donc il n'y a pas de désir de tout casser, il n'y a pas de désir de quitter l'Europe. Et en Pologne, comme en Hongrie, qui n'ont pas l'euro comme test, l'opinion sur l'attachement à l'Europe concerne des majorités mais énormes, 80%, etc. Donc on n'a pas ces signes-là. Non, ce qui manque à l'Europe, et c'est peut-être l'aspect solution, je serai plus modeste, mais peut-être qu'on y reviendra, ce qui manque à l'Europe, c'est une capacité à rassurer les Européens sur le potentiel qu'elle offre en tant qu'Union pour affronter la globalisation dans ce qu'elle a de menaçant et projeter les Européens dans une ère de succès dans ce nouveau monde. Ça, l'Europe n'a pas encore su le montrer, on pourra peut-être en parler, mais les Européens ne quitteront pas l'Europe tant qu'ils n'auront pas fait l'expérience tout à fait accomplie de l'incapacité de l'Europe à répondre à cette attente. Et c'est pas dit que ça sera fait. J'ai mon micro, bonsoir. J'anticipais que ce serait un défi de parler après Enrico Letta et Dominique Régnier. J'anticipais pas que ça puisse être un défi de manipuler le micro. Comment tu le tiens comme ça? Je vais essayer de faire comme toi. Pour donner mon sentiment, peut-être d'ailleurs pour aller dans le sens de Dominique Régnier, j'ai une idée de documentaire là, pour le prochain, qui serait un documentaire de politique fiction, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, une docu-chronie, qui consisterait à adresser le portrait de notre continent si on n'avait pas fait ça. Où on en serait aujourd'hui si on n'avait pas construit ce qui a été construit en 1957, 1958. On peut aussi imaginer que ce ne serait pas mieux. Ce qui est la case 1 de mon optimisme. Ensuite, en tant que, peut-être pas psy de l'Union, mais en tant que sondeur... Parce que les psys de l'Union ne sont pas censés raconter ce qu'on leur dit oui, exactement. dans les secrets du C'était cabinet. le premier rectificatif que je voulais faire. Le deuxième point que je voulais quand même... c'est qu'en fait, je possède plus d'un costume et il se trouve que je porte le même que celui qu'il y avait tout à l'heure à l'écran, mais j'en possède plusieurs. C'est vraiment purement par hasard. Cela étant dit, c'était important. Mon travail m'invite à essayer d'être lucide. Et je pense que ce qu'a admirablement restitué le documentaire, c'est qu'il a pointé un certain nombre d'occasions où nous n'avons pas été lucides. Et en particulier, cette croyance qui a effectivement animé les dernières décennies dans une espèce de linéarité du progrès. Cette linéarité qui pouvait être à la fois celle de l'intégration européenne et celle de l'élargissement,
et cette universalité des modèles démocratiques occidentaux. Je pense que quand on revisite a posteriori l'histoire de la chute du mur, ce qui s'est passé au tournant des années 90, je pense qu'il faut accepter, sans que ce soit dévalorisant pour personne, que les peuples européens qui ont eu cette énergie-là, ce qu'ils enviaient à l'Europe occidentale, c'était pas que la démocratie, la liberté d'expression, le pluralisme, c'était aussi le mode de consommation et les modes de vie. Et je crois que c'est un paramètre à avoir en tête. Et puisqu'on a sans doute un peu manqué de lucidité à ce niveau-là, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort d'avoir la lucidité, de comprendre les autres. Alors, j'aimerais bien que Viktor Orban nous comprenne un peu mieux et utilise moins l'Europe occidentale comme contre-modèle, effet repoussoir, etc. Mais je pense qu'il faut aussi constater que dans nos débats, il y a des choses qu'on néglige totalement. Et on restitue, je trouve très peu le fait que des pays d'Europe de l'Est sont dans une forme de panique démographique. Que leur vécu de la question migratoire ne peut pas être la même que la nôtre. Je ne cherche d'excuses à personne, je dis juste, on est incapable de vraiment penser à la manière dont les autres pensent. La Bulgarie, la Roumanie perdent des habitants. Ils en perdent 2 fois d'ailleurs, parce qu'il y a un phénomène migratoire intérieur des campagnes vers les villes. Je veux dire, nous on dit, oh là là, les villages qui se dépeuplent, etc. C'est de la rigolade à côté de ce qui se passe dans un pays. Et en plus, il y a un mouvement démographique de l'Est vers l'Ouest. Et ça est dans une grande partie explicative de ce qui se passe. Mais tout ce qu'a dit Dominique Régnier et tout ce qu'a dit notre Coletta est vrai. C'est-à-dire que les enquêtes Eurobaromètre quotidien, ce que vous avez commenté, montrent qu'on est en progression sur les indicateurs clés que sont le sentiment que l'appartenance de son pays à l'Union européenne est une bonne chose, sur le sentiment qu'on a bénéficié de cette appartenance à l'Union européenne, sur la question nouvellement posée et récemment posée dans un Eurobaromètre, savoir si on devait voter, est-ce qu'on sortirait de l'Union européenne, personne ne répond oui. Bon, l'Italie est pas loin de l'équilibre, les Italiens sont pas loin de l'équilibre. Mais en Pologne, en Hongrie, on ne songe pas à sortir de l'Union, alors, deux choses l'une. Ou bien ces enquêtes c'est n'importe quoi, mais c'est pas moi qui vous le dirai, évidemment. Ou bien effectivement il y a dissociation entre les questions. Et c'est pour ça qu'il faut être lucide dans les deux sens. C'est-à-dire que on peut se dire oh là là on a trop cru à certaines illusions, on a trop cru à la linéarité du progrès. On n'est pas obligé non plus de croire à la linéarité des catastrophes. On n'est pas obligé de croire que les populismes ne peuvent que croître. Et que donc, à partir du moment où ils ont progressé ici ou là, ce sera la progression des populismes à l'échelle continentale de manière irréversible. C'est pas exactement cela qui se passe. On est dans un moment historique où le phénomène d'ouverture, pas l'Europe, par ailleurs, la mondialisation, je pense, existe indépendamment de l'Europe. Et produit des effets, d'ailleurs, pas qu'en Europe. Et dans ce moment d'ouverture, il y a un certain nombre de réflexes qui sont l'inquiétude sur la perte de son identité, ce qui explique beaucoup d'ailleurs l'attitude d'un certain nombre de citoyens d'Europe de l'Est qui ont su capter un certain nombre de dirigeants. Une recherche, quand on a le sentiment de ne plus maîtriser son destin, de bouc émissaire et de responsable, et en plus un doute sur les institutions. Alors quand vous accumulez effectivement un réflexe un peu de repli sur soi, des recherches de boucs émissaires et un doute dans les institutions, vous pouvez effectivement assez facilement trouver l'Europe comme cible. Je ne suis pas sûr du tout que l'Europe soit à l'origine de la montée de ce que effectivement on pourrait passer la soirée à savoir si on doit appeler ou non les populismes, mais à savoir la montée de partis politiques qui par ailleurs professent des opinions anti-européennes. Mais pour ne prendre que le cas de la France, c'est pas l'Europe qui fait monter Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2017, ni ce qui a fait monter Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Et c'est ce qui l'a fait perdre, exactement. Et pour terminer cette hiérarchie des mécontentements, je vais dire exactement ce qu'a dit Dominique Régnier, mais en l'illustrant par 3 chiffres. Confiance dans la Commission européenne, moyenne européenne 43%.
effectivement, on pourrait rêver mieux. Confiance dans les gouvernements, moyenne européenne, 35%. Confiance dans les partis politiques, moyenne européenne, 18%. Voilà, je crois qu'effectivement, il y a à avoir en tête qu'on a un problème dans les formes d'incarnation démocratique, que peut-être que l'Europe a accentué le problème en posant un certain nombre de défis, mais c'est pas pour ça qu'il faut cesser de croire qu'on arrivera à les surmonter. Pour terminer, donner mon sentiment personnel et une expérience personnelle que j'ai vécue il y a un an, lorsque la Commission européenne a eu la riche idée de nous demander de réunir 100 citoyens des 28 pays de l'Union européenne. La moins riche idée de nous le demander 3 semaines à l'avance, mais on les a trouvés. J'ai passé un week-end à entendre ces citoyens discuter entre eux avec les moyens du Conseil économique et social européen, les moyens de traduction, et le bonheur qu'il y avait pour ces gens à la fois constater les différentes expériences qu'ils avaient en tant qu'Européens, et à se dire, mais c'est quand même incroyablement fort ce qu'on est en train de faire ensemble, moi bulgare, moi letton, moi chypriote, moi français, espagnol, italien, etc. Qu'en fait, on ait trouvé quand même ce point commun qui nous réunit. Et là, il y a un mécanisme qu'il faut vraiment avoir en tête aussi pour trouver des leviers d'optimisme. Quand on regarde ce que l'Europe fait dans son pays, et en particulier quand on fait partie de ces pays qui ont été assez lourdement frappés par la crise, effectivement, il y a un doute. Sur cette question d'ailleurs qui était dans la promesse au tout début, la prospérité. Si on est capable de se dire, qu'est-ce que l'Europe fait à l'Europe ? Là, le regard change. Effectivement, on a un peu l'impression qu'on a réussi quelque chose à l'échelle du continent. Et quand on se pose la question, c'est quoi l'Europe dans le monde ? De quoi est-elle porteuse en termes de modèles, en termes de valeurs, en termes de propositions, en termes d'équilibre ? Et là, les choses deviennent tout à fait différentes. Et quand on compare l'Europe à la Chine, à la Russie, ce que font beaucoup d'ailleurs les Polonais, soit dit en passant, quand on compare l'Europe à ce qui se passe au Moyen-Orient, là, je crois que dans le brave mécanisme, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me rassure, il y a des trucs qui marchent. Merci. Du coup, on peut être un peu plus optimiste. Il y a des leviers. Il y a des leviers possibles. Quelles seraient justement les réformes indispensables ? Enfin, s'il y avait une réforme indispensable, pas le 26, mais le 27, quelle serait-elle selon vous, Enrico Letta ? Est-ce que je peux en prendre deux ? Merci. Je pense sérieusement que la question migratoire, c'est pas parce que je suis italien ou je suis particulièrement frappé par la question, mais je crois qu'on a complètement sous-estimé l'impact de la question migratoire sur la politique dans les 5 années de cette législature. Ça a complètement changé la donne européenne, ça a fait sortir le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni a voté dans le moment le pire de la crise migratoire, le moment dans lequel il y avait la jungle de Calais, il y avait Cologne, Lampedusa, et donc ça a été décisif pour faire basculer. Et ça a créé ce nouveau clivage Est-Ouest, où ça alourdit ce clivage, ça a fait basculer l'Italie, parce que les choses auraient eu une autre dimension. Ça a fait basculer l'Autriche, ça a donné en Allemagne et en Espagne des changements, et naturellement ça influence la politique française. Donc je pense que la question migratoire est clé, et je pense qu'il faut que la prochaine législature fasse ce que cette législature, culpablement, n'a pas fait. Je dis ça parce que on a eu 2 crises en Europe dans les dernières 10 années. La crise financière et la crise des migrants. On a su tirer leçon de la crise financière. On a fait des réformes qui ont changé les choses. On a créé le fonds de sauvetage des États. On a créé des mécanismes, on a une boîte à outils aujourd'hui qui rendrait impossible ce qui s'est passé en 2008. Ce serait plus possible. Je dis aussi, à cause de mon expérience italienne, ce que le gouvernement italien a fait à l'automne de l'année passée, en cassant complètement les règles avec la lourde dette que l'Italie a,
était un défi comparable à ceux que Varoufakis et Tsipras, le premier Tsipras Varoufakis avait fait. Ce défi avait fait chuter tout. Ce défi italien, un pays beaucoup plus grand, fondateur, tout ce qu'on peut dire, à la fin, c'est l'Italie qui a changé sur le budget et les choses sont restées tranquilles. Parce que, à la fin, les changements, les nouveaux outils ont été utiles pour éviter le désastre dans les marchés. Donc, on a tiré sur ce sujet leçon de la crise. Pas complètement, je suis d'accord, mais on a tiré leçon de la crise. Ce qui ne s'est pas passé sur la question migratoire. Si aujourd'hui, par contre, il y avait une nouvelle crise comme celle de 2015, comme la crise des migrants syriens, des réfugiés syriens en 2015, on n'aurait aucun important nouvel outil par rapport à tout ça. Et donc je pense que ça c'est le grand sujet. Donc sur la crise financière, on a fait des pas en avant. Sur la crise migratoire, non. La situation aujourd'hui est plus tranquille simplement parce qu'il n'y a plus de... La crise syrienne n'est pas au niveau de 2015 et il n'y a plus d'arrivée au niveau de celle de 13, 14, 15. Mais si une nouvelle crise arrivait, on serait à nouveau dans la situation de difficulté. Donc ma proposition à moi, très simplement, c'est d'employer la même méthode qu'on a toujours employée lors des crises européennes. Et lors des crises européennes, normalement, lors des crises européennes, on a trouvé la solution hors des traités. Je dis une chose qui est assez forte. Parce qu'il y a des moments de crise dans lesquels les traités n'ont pas à leur intérieur les outils. Et surtout parce que sur le sujet migratoire, les traités obligent à l'unanimité. Et on a entendu ce que c'est l'unanimité. L'unanimité est impossible. Donc tout accord à 28 ou à 27 sur la question migratoire est techniquement impossible, infaisable. Donc il y a une seule possibilité là, c'est-à-dire de créer sur la question, sur le grand sujet migratoire, un traité parallèle, comme on a fait avec Schengen, comme on a fait avec le Fonds de sauvetage des États, qui est là aussi, c'était un traité en 2012 parallèle au traité, parce que le Royaume-Uni, la République tchèque ne voulaient pas participer. Et la seule façon de le faire, c'était de faire un traité parallèle, nouveau. Et je pense qu'il faut faire un nouveau traité sur la question migratoire. Mettre Dublin complètement d'à côté, faire un nouveau traité, surtout avec le leadership des 4 grands pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Si on faisait ça, on aurait la possibilité de gérer le sujet, le problème, et d'éviter une nouvelle crise, et surtout de gérer le problème, parce que le problème migratoire est un problème hyper complexe. On ne peut pas sous-estimer l'impact que ça a dans nos périphéries, par exemple. Le cas italien est un cas dans lequel les migrants qui arrivent, qui sont des gens désespérés, si on les envoie dans les périphéries italiennes, où il y a les désespérés italiens, alors là, c'est l'explosion totale. Et c'est une explosion inacceptable. C'est pour ça que le mismanagement est impossible de ça. C'est pour ça que là, je suis préoccupé, parce que j'ai dans mon pays un ministre des Affaires intérieures qui est le dernier à vouloir trouver des solutions à la crise migratoire. Il veut que la situation migratoire reste ouverte. Il veut qu'elle reste ouverte parce que c'est la façon de prendre des votes. Il ne veut pas de solution à la crise migratoire. Et la deuxième, et je suis très rapide là-dessus, c'est une chose qui n'a rien à voir avec les politiques typiques de l'Union européenne. Et c'est une question qui concerne la culture et l'éducation. Si je vois aujourd'hui la différence majeure entre ce moment de difficulté de nos sociétés et le grand moment qu'en France vous appelez les 30 glorieuses, en Italie on appelle ça il miracolo economico. Donc c'est l'après-guerre qui a vu nos pays, nos 2 pays, être parmi les pays européens les plus heureux. Et ce miracle a été possible surtout à cause d'une grande convergence sociale. Cette convergence sociale, c'était une convergence d'opportunités d'éducation. Nos 2 pays ont été des pays dans lesquels les gens qui venaient de classes, de couches sociales différentes, se trouvaient ensemble
étudié ensemble, ont fait un parcours ensemble. C'était une mixité qui a été fantastique dans ces années 50, 60, 70. Et ça a été une mixité en venant de familles de gens qui n'étaient pas diplômés, de gens qui n'avaient pas de... Mais cette mixité a été, je pense, une des raisons de cette convergence sociale. Aujourd'hui, on est en train de vivre la pire des inégalités, c'est-à-dire une inégalité qui, de mon point de vue, est celle des opportunités d'éducation. Dans nos sociétés, la France, l'Italie, l'Espagne c'est la même chose, l'Allemagne, les familles qui ont des moyens envoient leurs enfants faire une partie du lycée ou l'université à l'étranger. Et pour faire ça, il faut de l'argent, il faut payer de l'argent, il faut investir sur l'éducation des enfants. Et notre éducation publique n'a pas de ça. Et normalement, on est en train de créer des sociétés qui sont séparées de plus en plus entre un groupe de jeunes, grâce aux parents, il fait des expériences à l'extérieur. La majorité des jeunes ne font pas de ces expériences. Et alors, je pense que si j'avais la baguette magique, je mettrais l'argent du contribuable européen dans un Erasmus pour les jeunes de 16 ans, obligatoire pour tous, faisant en sorte que les millions de jeunes italiens ou français qui n'ont pas de possibilité de faire 2 mois, 3 mois à l'étranger, dans un autre pays, dans un autre établissement, puissent le faire. Ça donnerait ce que l'Europe était dans le rêve qu'on a vu au début, c'est-à-dire quelque chose que je n'aurais pas si l'Europe n'était pas là. Quelque chose de plus. Et ne sous-estimons pas l'effet que cette divarication aujourd'hui est en train de créer dans nos sociétés. C'est la divarication typique entre la partie marginale de nos sociétés qui regarde l'autre partie, la partie cosmopolite, qui voyage, qui parle les langues, comme la partie qui profite de l'Europe. La partie pour laquelle l'Europe est bien, l'Europe... Alors, ça fait monter ce sentiment de dire l'Europe c'est pour vous, c'est pas pour nous. Et quand l'Europe devient pour quelqu'un et pas pour tous, alors c'est le début de la fin de l'Europe. C'est pour ça que je pense qu'on aurait dû faire ça il y a 20 ans, il y a 30 ans. La situation aujourd'hui serait totalement différente parce que quand tu voyages et tu es petit, tu as 16 ans, et tu vois qu'aller dans un autre pays, aller à l'école dans un autre pays, ça veut dire être à la maison dans un autre pays. Et que donc, si quelqu'un, quelques hommes politiques cherchent de te démontrer que l'ennemi c'est le voisin, tu as l'antidote, l'antivirus. Tu comprends qu'il est en train de te dire une chose qui est une totale bêtise. Parce que tu sais que celui qui vit de l'autre côté de la frontière, c'est quelqu'un avec lequel tu es à la maison ensemble. Parce qu'on est tous ensemble en Europe et on a tous à la fin les mêmes valeurs, on a tous le même mode de vie. Alors je pense que j'ai choisi 2 sujets, mais je pense que si j'avais la baguette magique, ces 2 sujets seraient essentiels. C'était les 2 sujets sur lesquels on a échoué dans le passé récent, et on ne peut pas se permettre dans la prochaine législature d'échouer sur ces 2 autres sujets. Dominique Régnier, comment réenchanter aussi ce rêve européen? Je voudrais d'abord juste revenir une seconde sur la nature du risque populiste, parce qu'il ne faut pas tomber d'un excès à l'autre. Et autant il fallait les redouter, autant il ne faut pas surestimer leur pouvoir, autant il ne faut pas sous-estimer les effets qu'ils peuvent produire. Et lorsqu'Emmanuel Rivière a parlé tout à l'heure d'un sondage qui montrait qu'en Italie, la sortie de l'Union pouvait être une possibilité, j'ai soudain eu à l'esprit cette image que peut-être nous sommes nombreux à avoir, qui est la fin du film Il Fanfarone, justement, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin, où l'accident se produit, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, au fond. Hein. C'est une sorte d'état d'excitation, de jeu, et ça se termine de manière dramatique. Ça peut arriver dans un climat où le populisme est prégnant, et ça peut surtout arriver en France. Je considère que la France est le pays le plus exposé à une victoire du populisme en raison de son système politique. Je ne vais pas, vous rassure, développer ce point.
Mais comme nous avons l'idée d'inventer un système dans lequel, selon la formule fameuse, on organise la rencontre entre un homme et un peuple, c'est jamais une femme, hein, c'est un homme et un peuple, il est possible que ce soit une femme d'ailleurs, hein, pour le coup, on a fabriqué le système qui va le mieux aux populistes. C'est vraiment parfait pour eux. Et il ne faut pas exclure que ça arrive à la France, que ça arrive à des pays importants par leur poids, par leur présence dans la zone euro, par leur rôle historique, et que cet accident soit suffisant pour produire une série de conséquences qu'on ne puisse plus rattraper. Je vous rappelle, puisqu'on en a tous le souvenir quand même, mais on avait tous vu au second tour, bien avant 2017, c'était pas d'ailleurs, il ne fallait pas être un expert pour l'imaginer que Marine Le Pen serait au second tour. On a même été déçu par son score du premier tour. Tiens, elle n'a fait que 21. Je vous rappelle qu'elle avait fait 27 au régional, 25 aux européennes, etc. Elle était le premier parti de France, au municipal, au départemental, au régional, aux européennes. Enfin, le cycle était parfait. Mais à un moment donné, on a eu le sentiment qu'on pouvait avoir... il faut faire ça. Non, mais c'est votre main. C'est la main qui gêne. C'est bon. C'est bon. J'ai jamais vu ça. On avait le sentiment qu'on pouvait avoir un second tour Mélenchon-Le Pen. C'est pas passé très loin. Au fond, quand on regarde les données, c'est pas extraordinairement... L'écart n'est pas extrêmement important. Ça, c'était pas prévu, par contre. Et ce second tour, s'il avait eu lieu, était suffisamment grave pour avoir des conséquences très nocives sur le système. Donc, la montée du niveau, je ne sais pas, mais l'accident ici ou là, qui apparaît une chaîne de... un peu l'assassinat de l'archiduc héritier du trône à Sarajevo, si vous voulez. Hein. C'est un peu ce genre de phénomène qui peut se produire dans un guet-apens électoral, dans une de nos démocraties fragile et un peu stressée. Il n'y a pas en Europe de sentiment raciste. C'est très marginal. Il n'y a pas de haine de l'étranger. C'est très marginal. Bien sûr, quelques-uns, mais dans le grand musée de l'humanité, on trouve de tout. Et les Européens sont guéris de cela. Par contre, ils ont de vraies peurs sur l'avenir de leur liberté. Et ils ont le sentiment que ça n'est plus assuré. Et si on ne les rassure pas, si on ne les défend pas, ils utiliseront le bulletin de vote pour aller vers des entrepreneurs politiques qui sont des boutiquiers, qui leur vendront une mauvaise soupe, mais qu'ils achèteront, qui va les empoisonner bien sûr, et qui fera, que tout le monde se retrouvera par terre. Ça n'est pas possible de dissocier les deux. Et je suis frappé, moi, du retard extraordinaire, je termine là-dessus, et coupable, là aussi coupable, avec lequel les élites européennes ont considéré la notion de frontière, faisant des Européens les seuls peuples au monde, dans la globalisation actuelle, auquel on propose de vivre plus âgés que le monde. Les Européens sont plus vieux que l'humanité, vous savez. Les humains sont beaucoup plus jeunes que les Européens. Il y a 700 millions d'Indiens qui ont moins de 17 ans. La majorité des Africains sont nés après 2001. Donc c'est pas du tout l'Europe. Dans un monde comme celui-là, on proposerait... Peut-être qu'il faut que je lève là. C'est pas mal. Ou l'antenne, c'est le côté antenne. On proposerait aux Européens d'affronter ces défis sans avoir, comme les autres, des frontières. Ça n'est pas possible, ça ne marchera pas, hein. Ça ne sera pas accepté, ça n'est pas le contrat social que les citoyens auront passé avec leur État. Et donc la frontière doit être restaurée, doit être défendue, il faut des règles claires. On ne peut pas, c'est Ulrich Beck qui dit cela magnifiquement, on ne peut pas ouvrir les frontières si on ne sait pas les fermer. On ne peut pas accueillir si on ne sait pas contrôler les frontières, c'est pas possible. Et on ne peut pas accueillir si nous n'avons pas la possibilité de faire partager les valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles qui attirent ceux qui viennent vers nous et qui sont les bienvenus. Ça, c'est un point absolument déterminant. Et n'en doutez pas, je termine vraiment là-dessus, mais n'en doutez pas, le reste, ce sont des histoires. Il n'y aura pas de majorité modérée, libérale, démocratique, tout ce que vous voulez, si cette question-là ne rencontre pas une réponse à la hauteur de l'enjeu qui est celui des valeurs. Une victoire modérée, donc. Je n'ai rien à affirmer. Si je devais décrire le climat politique dans lequel l'Europe s'apprête à voter, qui est assez différent de celui d'il y a 5 ans, qui était dominé par les questions liées à la crise, celle de la croissance en berne, de son effet sur le chômage, des dettes, etc. Se sont ajoutés 2 sujets qui effectivement peuvent être exprimés sous forme de peur, celle que Dominique Régnier a illustrée, et le danger climatique.
qui ne concernent pas les mêmes personnes d'ailleurs. Ce sont deux sujets qui viennent en tête, des sujets mis à l'agenda. Mais il se trouve que ce sont deux sujets qui ont en commun que beaucoup d'Européens, les Français notamment, se disent que c'est à l'échelle européenne qu'il faut les régler. Alors, pour diverses raisons. Mais les Italiens en premier lieu. Les Italiens, dans les moments où ils étaient les plus exprimaient la plus grande déception par l'Europe, étaient parmi les premiers à dire qu'il fallait des politiques concertées, européennes, sur la question migratoire. Donc, effectivement, il y a ces sujets-là. Après, il me semble, et peut-être à discuter, que dans la question de la montée des populismes, se pose aussi la question démocratique et de leur rapport dégradé avec leurs institutions, leur système représentatif, etc. Et c'est peut-être là-dessus que j'aurais une idée, moi, à exprimer, non pas pour le 26, parce que pour ce coup-ci, c'est foutu, peut-être pour dans 5 ans, qui est qu'on arrive à faire exister notre ambition européenne à travers des élections qui soient véritablement européennes. À l'heure où nous nous parlons, si candidats à la présidence de la Commission européenne, en tout cas décrits comme tels, sont en train de débattre au Parlement de Strasbourg. Je ne vais pas tous les énumérer, mais enfin, il y a ceux qui représentent les deux grands partis, Frans Timmermans, néerlandais pour les sociodémocrates, et Manfred Weber pour le PPE, puis une représentante de l'ALDE, Margrethe Vestager, et d'autres pour les différents partis européens, mais pas un représentant des amis de Matteo Salvini et de Marine Le Pen, parce qu'ils n'ont pas désigné de chef de file. J'ai cité ALDE, mais il n'y a pas de représentant véritablement de la République En Marche. Donc les deux partis qui font la course en tête en France n'ont pas de représentants dans ce débat qui est censé être le débat décisif des candidats à la présidence de la Commission européenne. Débat, alors, n'ayez pas mauvaise conscience si vous ignorez que ce débat avait lieu ce soir. J'étais invité cet après-midi à une émission où on parlait des européennes, et j'ai évoqué ce débat, et à la fin de l'émission, les 3 journalistes présents m'ont dit « c'est quoi ce débat ?» C'était pas sur France Télévisions. Donc, là, on a un tout petit problème quand même. C'est qu'on est perpétuellement dans cette pauvre élection européenne, dans un cas de scrutin détourné de son objet. C'est pas vrai que c'est un enjeu que véritablement que la liste de Nathalie Loiseau soit devant ou derrière celle de Jordan Bardella. Parce que concrètement, ça n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences symboliques, mais il se trouve dans un univers qui a de moins en moins d'importance. Car on est dans un pays où on s'en fiche de plus en plus du concours de beauté entre partis politiques, parce qu'on est dans un pays qui détient, en partage avec la Grèce, le record d'Europe de discrédit des partis politiques. Alors je ne dis pas que c'est important pour personne, et peut-être que pour tout le monde ici, c'est important de savoir si le parti de Marine Le Pen sera en tête ou pas. Mais il faut juste songer que ça intéresse quand même pas tellement ces 60% des Français qui ne s'intéressent pas à la politique. Alors, je vous rappelle que pour ramener l'abstention de plus près de 50 que de 40, il faut les quand même taper dans ceux-là. Et ça ne peut pas complètement satisfaire ceux qui savent très bien que ce n'est pas ça qui est en jeu. Et que ce qui est en jeu, c'est ce dont vous avez parlé l'un et de l'autre, c'est qu'est-ce qui va pouvoir se construire comme majorité de projets au Parlement européen, qui ne fonctionne pas comme notre Parlement d'ailleurs, ce qui rend la chose encore plus compliquée, parce qu'on n'est pas à se dire majorité-opposition, on est en train de se dire qu'est-ce qui peut se construire comme compromis transpartisan sur un certain nombre de sujets. Et là, on a un vrai problème. Et tant qu'il y aura cette déconnexion entre une élection réelle et une élection mise en scène, on continuera à avoir plus de la moitié des Français qui, quand on leur pose les questions à froid, nous disent qu'ils ne savent pas que les députés européens sont élus au suffrage universel. C'est en dessous de la moyenne européenne pour le coup, mais enfin, c'est un tout petit problème. Et c'est d'autant plus un problème qu'il y a quand même dans notre rapport compliqué à l'Europe un transfert de souveraineté non assumé. Pour le dire autrement, et ma conviction, c'est que sur la scène politique française en particulier, parce qu'on est très déconnecté de ce mode de fonctionnement-là, les campagnes électorales, notamment présidentielles, principalement présidentielles, invitent les candidats à s'arroger des pouvoirs qu'ils n'ont pas, sans dire vraiment à qui ils les ont confiés. Et je crois que là aussi,
on a des leviers, des malaises démocratiques que l'on reçoit. Donc je pense, et je pensais que c'était une bonne idée, pas par ma chronophilie particulière, parce qu'en soi je pense que c'est une bonne idée d'avoir des listes transnationales. Ça fait des années que les gens nous disent « je me sentirais plus européen quand je pourrais voter pour un président de l'Europe ». Que le jour où effectivement on sera capable de se dire ouais, mais celui-là il me plaît plus quand bien même il est allemand ou néerlandais, et même s'il ne me parle pas dans ma langue, on aura fait un progrès. Peut-être d'ailleurs ce jour-là on se dira tant mieux si la Bulgarie s'enrichit. Et c'est toujours une question que je me pose. J'essaie de me demander à moi-même, je terminerai là-dessus. Si je suis dans ce niveau de maturité où quand j'entends qu'une usine ferme en Picardie et va rouvrir en Roumanie, ça me fait le même effet que si on me disait cette usine elle va fermer en Picardie mais rouvrir dans le Médoc. Et je confesse que c'est pas tout à fait le cas. Et en même temps mon rêve, mon utopie européenne à moi, ce sera le jour où je me dirais oui, voilà, si effectivement il y a 1000 emplois qui disparaissent en Picardie, c'est un problème, et si on en crée 3000 en Roumanie, peut-être que finalement on y gagne, et du coup il faut trouver les mécanismes compensatoires d'accompagnement. On en est très très loin, mais voilà, c'est la question qui se pose, et je pense que pour qu'on arrive à un peu considérer que ce qui se passe en Roumanie nous concerne autant que ce qui se passe dans la Creuse, il faudrait arriver aussi à voter sur des scrutins où on dépasse les frontières nationales. Il y a un endroit très bien pour restituer, je parle sous le contrôle d'Enrico Letta, les intérêts nationaux, c'est le Conseil européen, co-législateur avec le Parlement européen. Le Parlement européen, c'est un organe où on arrive à dépasser ça. Il faudrait que nos campagnes européennes pour le Parlement européen reflètent ce côté transnational, à mon sens. Merci infiniment d'avoir accepté de venir un peu parler de ça. Je vous propose maintenant qu'on fasse quelque chose que peut-être les Européens ont réellement en commun, c'est de boire un verre ensemble. Peut-être une valeur européenne. Merci. Merci à la vedette magique de l'État et à l'exigence de l'Église.